Comment maintenir les liens humains et culturels quand les ambassades ferment et que la France annonce des mesures de réciprocité? Tu sais, il y a beaucoup de pays qui n'ont pas d'ambassade partout, mais leurs ressortissants vivent là-bas et tout le monde vit bien. L'ambassade n'est pas obligatoire. Une ambassade n'est pas obligatoire. Il y a des gens qui vivent, par exemple, il y a des Togolais qui vivent dans des pays où le Togo n'a pas d'ambassade, mais ils ne se plaignent pas. Mais les relations diplomatiques, dans ce cas, sont couvertes par d'autres ambassades. Alors, d'autres couvriront. Mais parce que, laissez tomber diplomatique. Est-ce que... Posez-vous des questions. Quand Sympa, le général anglais, missionné par la France, quand Sympa, le général Lecointre, quand Sympa, le général, le dernier... Goma. Christophe Goma. Christophe Goma, tu ne te demandes pas pourquoi c'est les généraux qui parlent. Donc la France a recruté une bande d'assassins généraux pour terroriser l'Afrique. Où sont les diplomates? Si ce que le Gomar va vomir devant le Parlement européen, en temps normal, si la France a des griefs, elle les transmet par le canal diplomatique. Son ambassadeur à Ouagadougou est en droit d'apporter un message du président français au président burkinabé et lui dire: nous faisons des soucis pour telle situation dans votre pays. Or, ils ne se font des soucis pour rien parce qu'il n'y a rien à reprocher au Burkina. Il y a rien la seule chose à reprocher au Burkina, parce que le Burkina garde son or et on construit des routes, des autoroutes, des hôpitaux, des écoles, des universités. Or, ils se disent que cet argent serait aujourd'hui au trésor français et les Français seraient moins en train de mourir de faim. Alors, dis-moi, où est la diplomatie quand c'est des généraux qui parlent? On fait diplomatie avec des généraux? Si eux, leurs généraux, sont chargés de parler, pourquoi ils ne comprennent pas que dans ces pays du Sahel, des officiers prennent leurs responsabilités et parlent? Parce que quand un général va à Bamako, devant un général, à Niamey, devant un général, à Ouaga, devant un capitaine, quand il parle, il y a une réponse pour lui. Mais si c'est devant un pauvre civil qui, dès qu'il voit les galons, commence à trembler, c'est ce que la France aime. Quand on voit un représentant français, on doit trembler. Le chef est venu. Il y a bon banane, il y a là. Ah, chef, comment ça va? Tu veux quoi? Non, il faut qu'on en finisse. Tant qu'ils ont des généraux pour terroriser les Africains, il est de bon ton que les Africains aussi aient des généraux pour répondre à leurs provocations. C'est tout. Mais pas seulement parler, même et agir aussi. Justement, c'est parce que les officiers là, des pays de l'AES ont commencé à agir et à changer les paradigmes qui ont toujours meublé les relations entre la France et les pays d'Afrique, que ça commence à trembler. Mais le général Gomar a dit quelque chose en fin d'intervention. Il dit, quand le Sahel vacille, c'est la France qui vacille. Mais attends, c'est son subconscient qui vient de le lâcher. Il aurait dû évoluer pour nous dire, mais en quoi? De quelle manière, lorsque le Sahel vacille, la France aussi vacille? Il est en train de nous dire, ou du moins de confirmer l'évidence qui est que, en réalité, la France n'a de raison d'être qu'en puisant ou qu'en pillant littéralement les ressources dont les pays de l'AES disposent. Sinon, mais le vacillement de l'AES concerne en quoi la France? Et donc, je pense qu'en tout état de cause, les dirigeants français doivent véritablement comprendre qu'ils ne peuvent plus prospérer avec les mêmes méthodes. Parce que quoi qu'on dise, l'Afrique commence à s'éveiller. Un travail de fond est en train de se faire. Et personne ne peut accepter des actes ignobles qui tuent l'esprit humain, qui étouffent la liberté de vie qui est inhérente à l'espèce humaine. Et donc, dans ces conditions-là, il me semble que c'est de la responsabilité, en tout cas, de nos dirigeants de commencer à créer une certaine forme de résilience à l'interne. Oui, si le Burkina, oui. Oui, qu'est-ce que ça veut dire quand la France dit qu'elle va, elle va développer des mesures de réciprocité? Mais c'est normal. Qu'est-ce que ça veut dire quand on sait ce qui est arrivé à ceux qui ont osé défier la France? Oser. Écoutez. Attends. Est-ce que... Non, faisons attention aux mots. Est-ce que quelqu'un défie la France? C'est la France qui nargue des pays souverains.
qui envoie des gens insulter des pays qui souverains. se À l'Assemblée nationale française, on envoie des gens. À Nairobi, ils sont là. À l'Assemblée, au Parlement européen, ils sont là. C'est la France qui envoie des gens et qui? Des soudards, des vieux militaires sans envergure, qui dans leur carrière militaire n'ont rien fait de bon. Gomar était au Mali pour lutter contre les terroristes. Quelle trace positive il a laissé pour les Maliens? Et rien, il en a laissé pour les terroristes. Ok, les terroristes sont en train de le remercier et il va au Parlement européen pour compléter le travail de soutien à ces terroristes. Dis-moi concrètement, mais, qui provoque qui? Est-ce que le Burkina n'a jamais dit du mal de la France? Est-ce qu'un représentant burkinabé aux Nations Unies, à l'OUA, à la CEDEAO, tout ce CEDEAO, oublions la CEDEAO, puisque c'est l'antichambre de Macron. Donc, est-ce que jamais quelqu'un du Burkina, du Mali ou du Niger a dit du mal de la France? Pourquoi la France trouve autant de plaisir à malmener, à torturer, à mépriser, à piétiner des peuples souverains? Ce n'est pas une question de dire du mal. On sait, Sylvano Olympe a voulu simplement frapper sa monnaie en quittant le franc CFA. C'est ce qui lui est arrivé. Thomas Sankara a tenu des propos qui ont déplu en son temps au président français. On sait ce qui est arrivé. C'est pour ça que je demande comment vous analysez les mesures de réciprocité. Autrement dit, tu es en train d'insinuer que, puisque la France sait être mauvaise, être nuisible, et donc il va falloir se méfier et ne prendre aucune initiative, jamais affirmer notre souveraineté, jamais défendre notre vie en tant qu'être humain. C'est ce que ça veut dire. Puisque tous ceux qui ont, par le passé, tenté d'affirmer la liberté, la souveraineté, l'indépendance, s'affranchir de tous les nœuds, de tous les goulots d'étranglement établis et soigneusement entretenus par la France en Afrique, ont subi des sorts dont vous nous parlez. Mais écoutez, moi je pense que la France a tout fait déjà. À travers la traite négrière, elle nous a montré que jamais elle peut avoir des sentiments positifs pour l'être humain en Afrique. À travers la colonisation, elle a tout fait aussi. Aujourd'hui, à travers le néocolonialisme et la nouvelle forme d'esclavage qui consiste justement à entretenir les terroristes, à nous distraire et à faire en sorte à percuter tous les plans de développement que nous sommes en train de mettre en place. Je pense que la France s'est montrée suffisamment pernicieuse, pécamineuse, dangereuse, toxique pour nos États. Alors, face à cela, ce n'est plus la résignation. C'est une question d'organisation. C'est l'idée que je voulais développer au départ pour dire que pour faire face justement à cet impérialisme qui devient aigu, qui s'accentue, parce que justement les Occidentaux, et notamment la France, s'est convaincue qu'elle ne peut avoir de vie qu'à travers ce qu'elle puise donc sur nos territoires. Face à cela, il y a une forme de résilience interne qu'il faut créer. Voilà pourquoi il est important pour les pays d'Afrique de s'organiser de telle manière à être beaucoup plus proches des lois de la nature, c'est-à-dire la coopération, la mutualisation des énergies, la complémentarité, parce qu'en fait, la nature elle-même, elle est marquée par la diversité. Mais sa force, c'est cette capacité d'harmonisation, de complémentarité qui fait que finalement, elle résiste au temps et à l'espace. Si nos États, jusqu'à présent, ne comprennent pas que leur salut viendra justement de leur capacité à fusionner leur potentialité, leur énergie, leurs ressources, à libérer le génie intérieur, de sorte que ce génie-là commence à semer des graines de l'épanouissement, du développement, de la réorganisation de notre société, on sera toujours vulnérable. Oui, nous dénonçons justement ce que les pays occidentaux sont en train de faire contre nous, mais au même moment, nous sommes obligés d'exhorter nos dirigeants à comprendre qu'on ne peut pas rester toujours dans la dénonciation. Il va falloir s'organiser pour être résilient. C'est ce que justement un pays comme le Burkina Faso est en train de faire. Si vous consultez les résultats auxquels Ibrahim Traoré est parvenu au bout de 3-4 ans, sur le plan endogène, sur le plan de la réorganisation de la société, de la fixation des racines, pour développer le pays, pour le construire, pour épanouir, pour émanciper le peuple. Mais c'est un chemin de combattants et c'est pratiquement un miracle. C'est pareil pour l'ensemble des pays de l'AES. Et c'est ce qui fait que la France est autant agitée. Elle est autant agitée, tellement agitée qu'elle centralise toute sa communication politique, diplomatique, etc., en diffamant, en dénigrant, en méprisant ces États-là. Alors que leurs peuples sont en train de les célébrer. Mais écoutez, un dirigeant, il est là pour qui?
Pourquoi le président Macron ne se concentre-t-il pas sur les problèmes endogènes liés justement à la déstructuration du peuple français? Aujourd'hui, l'édifice français en tant qu'État est en train de s'effondrer littéralement, aussi bien sur le plan politique que sur le plan social, sur le plan économique, etc. Pourquoi il ne se concentre pas sur ces faiblesses-là? Et c'est les problèmes d'Afrique qui le concernent. Il paraît que rayonner sans se mêler aux affaires du monde, c'est abdiquer. Non, ça c'est... Rayonner sans se mêler aux affaires du monde, c'est abdiquer selon... Tu soulignes les risques que quelqu'un prendrait à ne pas se soumettre aux dictats de la France. Tu sais, l'Africain, en réalité, n'a pas peur de la mort. Absolument. Et il le faut. S'il y a un peuple qui a accepté mourir pour les autres, c'est l'Africain. Première guerre mondiale, c'est l'Africain qui est mort pour la France. Deuxième guerre mondiale, c'est l'Africain qui est mort pour la France. Dans les rizières du Tonkin, en Indochine, c'est l'Africain qui est mort pour la France. En Algérie, c'est l'Africain noir qui est mort pour la France. Nous n'avons pas peur de la mort. Tout ce que nous avons fait en mourant par dizaines de milliers pour la France, nous pouvons mourir par dizaines de milliers pour que nos pays deviennent de vrais pays et non des protectorats. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas une règle de conduite entre la France et nos pays. La règle de conduite, c'est les humeurs de l'hôte de l'Élysée qui tiennent lieu de règle de conduite entre la France et les Africains. Il y en a la patrie ou la mort. Donc. Les Français, en tant que peuple, ne sont pas d'accord avec ça. Vous le savez, parce qu'il ne faut pas qu'on fasse l'amalgame. Comme le président Traoré insiste que les relations entre les peuples continuent, il sait exactement de quoi il parle, parce qu'il sait que toutes les tortures que la France inflige aux Africains, aucun Français n'est au courant. Que c'est les oligarques qui sont propriétaires des médias, et ces oligarques qui ont mis les politiciens chargés d'exploiter les Africains dans l'intérêt de leur oligarchie, que c'est eux. Le peuple français n'en est pour rien. D'ailleurs, le peuple français, alors nous en parlons, en a marre. On parle de junte au Burkina, junte au Mali, junte au Niger, mais la cote de popularité de Macron aujourd'hui frôle difficilement les 13%, alors que les juntes en question, c'est au moins 80%. Les gens devaient avoir honte de traiter de juntes des régimes populaires et de traiter de régimes démocratiquement élus des régimes impopulaires. Luc? Non, je voulais juste compléter quelque chose pour dire. Ben, écoutez, la France n'avait pas coupé de ses relations ni avec le Burkina, ni avec le Mali, ni avec le Niger quand elle appelait ses ressortissants à quitter le Mali, à quitter le Niger, à quitter par exemple le Burkina Faso parce qu'elle estime que ce pays-là est un danger. Mais aujourd'hui, le Burkina Faso rompt ses relations diplomatiques avec la France sans jamais demander aux ressortissants français de quitter son territoire. Ça signifie beaucoup de choses. Ça veut dire que les dirigeants burkinabés sont lucides. Ils ne font pas d'amalgame. Ils n'accusent pas le peuple d'Europe, en tout cas de France, comme étant responsable de la situation qu'il vit, mais ils accusent justement les dirigeants français qui, par un activisme, je reprends leurs mots, incroyable, multiplient des artifices pour justement détruire et déstabiliser ces États-là. Et c'est des faits qui sont documentés. Ce n'est pas aujourd'hui que nous commençons à évoquer le rôle dangereux, pernicieux et toxique que les dirigeants français jouent dans le Sahel, et d'abord en particulier, mais en Afrique en général, surtout l'Afrique francophone. Et donc, il faut que ça cesse à un moment donné. C'est pour ça que c'est le Burkina qui réagit en premier. Parce que en matière de harcèlement, on peut dire que le Mali en a... Oui, c'est des étapes. Et moi, je peux vous dire ici, avec beaucoup d'aise, que si la France, les dirigeants français ne changent pas de logiciel, ils ne se ravisent pas pour comprendre qu'ils doivent vraiment, qu'ils font face à des pays souverains, qu'ils soient riches matériellement ou pas, qu'ils doivent respecter la vie humaine dans nos pays. Tous ces États-là, pas que eux seuls, vont finir un jour par tourner le dos à la France. Mais écoutez, la France, dans sa résolution, en tout cas l'Union européenne, donc la résolution en question, initiée, entretenue justement par la France, redoute la présence de la Russie dans les pays de l'AES, et notamment au Burkina Faso. Mais de quoi je me mêle? C'est pour dire, cela montre clairement que la France n'est pas en paix. Les dirigeants français ne sont pas émotionnellement stables. Ils sont angoissés, inquiets du fait qu'il y ait une autre puissance occidentale qui prenne pied en Afrique et qui rogne finalement ses intérêts à lui.
Et c'est ça le vrai problème. Sinon, quand on est d'accord sur le droit sur le principe du droit international, qui doit respecter la souveraineté et les choix politiques des dirigeants souverains, mais comment, dans un contexte de libéralisme économique, on peut redouter la présence d'un autre partenaire choisi de plein gré par un pays souverain? C'est quand même incroyable qu'on en soit là. Et donc, la France elle-même est en train de s'exposer à travers son agitation qui montre qu'elle est inquiète, elle n'est pas tranquille parce qu'elle pense qu'elle est en train de perdre de l'espace et que bon, son avenir est compromis.